Imaginez un homme qui a brisé toutes les limites de son corps et de son esprit, qui est allé plus loin de ce que l'on croit humainement supportable au quotidien. Il n'a pas seulement conquis la douleur, il l'a maîtrisée, il l'a adoptée, il l'a faite sienne. Parce que pour lui, la souffrance n'est pas une punition, c'est un test, une opportunité de découvrir ce dont il est vraiment capable. Aujourd'hui, son histoire semble tirée d'un film hollywoodien. On parle d'un début de vie d'autosabotage, d'obésité morbide, d'abus, de violence, de racisme et j'en passe. À une machine inébranlable, à un mental d'acier, à quelqu'un qui a réalisé des records mondiaux, fait des ultramarathons, des ultra-trails, et être considéré, s'il vous plaît, comme l'homme le plus en forme et résilient de la planète. Et ce qui rend son histoire véritablement improbable, ce n'est pas qu'il ait vaincu tous ces obstacles, non. C'est qu'il continue de les chercher. Il ne veut pas seulement inspirer, il veut que l'on ressente dans nos tripes, au plus profond de nous, ce que ça signifie de ne plus jamais fuir la difficulté. C'est l'histoire d'un homme qui te fera questionner sur tes propres excuses, repousser tes propres limites et embrasser l'idée qu'aucune montagne n'est trop haute à partir du moment où on est prêt à escalader. Laisse-moi te présenter David Goggins. Well, guess what? That miracle ain't coming. That's how much I respect this man up here. David Goggins voit le jour le 17 février 1975 à Buffalo dans l'état de New York. Et à première vue, la famille Goggins semble vivre le rêve américain. Son père, Tronis Goggins, est un entrepreneur à succès dès son plus jeune âge, un homme charismatique, un businessman respecté. Sa mère, Jackie, 17 ans de moins que son père, est une femme magnifique, dévouée et remplie d'amour. Il y a aussi son frère aîné, Tronis Jr. On sait également qu'il a 4 demi-sœurs, mais étant beaucoup plus âgées, elles n'ont pas vécu au même moment. La famille, elle est propriétaire de plein d'affaires florissantes. Un skating, une boîte de nuit, restaurant. Il rencontre régulièrement des célébrités, notamment un qui est une star à l'époque, Rick James. Qui est un des amis très proches de son père, Tronis Goggins. Donc forcément, vu que ça fonctionne bien pour eux, ils ont le standing qui va avec. Ils vivent dans une belle maison, dans un beau quartier, dans le garage il y a une Rolls-Royce, une Mercedes, une Corvette. Enfin, globalement, les voisins te diront tous que la famille Goggins baigne dans l'opulence et le bonheur. Donc sur le papier, c'est la famille qu'on envie tous. Mais tout ça, c'est une belle façade. En fait, ça cache une réalité bien plus sombre. En fait, le quotidien de David, de sa mère et de son frère, elle est marquée par une tyrannie brutale. Son père, derrière son costume de businessman, d'homme à succès, est en fait un véritable démon. David nous raconte qu'il vivait sous un régime de terreur. Pas de répit, pas d'amour, pas d'enfance. Le père ne les élève pas, il les exploite. Parce que oui, à peine âgé de 6 ans, son frère et lui sont déjà en train de nettoyer, servir les clients dans les business du padré. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils finissent à 2 ou 3 heures du matin, tous les soirs. Autant te dire que malgré eux, ce ne sont pas les plus attentifs à l'école et pas les plus doués non plus. Et si tu penses que ça s'arrêtait là, détrompe-toi. Parce que le papa Goggins ne se contente pas de les faire travailler. Non, il les frappe aussi. Souvent. Lui, sa mère et son frère. Et sans raison. Je te dirais même sans limite. Chaque erreur, chaque mot de travers, chaque regard mal interprété, tu te prends une correction. D'ailleurs, dans son livre, il nous raconte une scène qui en dit beaucoup. Laissez-moi vous la conter. Quand nous arriverons à la maison, tu enlèveras tous tes habits, se contenta-t-il de dire. C'est ce qu'il ordonnait, quand il s'apprêtait à administrer une sérieuse branlée. Il n'y avait aucun moyen d'y couper. Je fis ce que l'on m'avait demandé, je me rendis dans ma chambre et me déshabillai, traversai le couloir pour me rendre dans sa chambre, fermai la porte derrière moi, éteignis la lumière, puis m'allongeai dans l'angle de son lit avec les jambes pendant dans le vide, mon torse à plat et les fesses à l'air. C'était le protocole. Il avait été conçu de manière à générer une douleur psychologique et physique maximale. Les coups étaient souvent brutaux. Mais le pire, c'était l'anticipation. Je ne pouvais pas avoir la porte dans mon dos et il aimait prendre son temps, afin que la peur me submerge quand je l'entendais ouvrir la porte. Il ne se contentait pas de 2 ou 3 coups. Il n'y avait d'ailleurs aucune unité de mesure, de sorte que je ne savais jamais quand la punition allait cesser. Il me frappait jusqu'à se retrouver à la fin, le souffle court, crachant ses poumons et dégoulinant de sueur. Et tu t'en doutes, mais après ce genre de correction, difficile d'aller à l'école pendant quelques jours. Parce que ça éveillerait les soupçons. Et puis si jamais tu avais été blessé, impossible d'aller te soigner. Parce que, de toute façon, aller voir des médecins, c'est être faible pour Tronis Goggins. Alors, laisse-moi te dire que le jour où David a fait une infection et qu'il a failli passer, sa mère l'a amené à l'hôpital, en désobéissant à son padré. Alors oui, il a survécu, mais sa mère a pris une sacrée correction derrière. Et là, tu te dis, pourquoi sa mère, elle ne part pas? Pourquoi elle continue à vivre dans cette situation? Figure-toi qu'elle dépend entièrement de Tronis. En fait, elle n'a pas de carte de crédit, elle n'a pas de ressources, elle n'a pas de salaire.
Elle n'est pas mariée à Tronis parce qu'il ne le désire pas, il a déjà été marié, et lors du divorce, ça lui a coûté cher, donc il ne veut pas reproduire la même erreur. Donc autant te dire que Jackie n'a absolument rien. Mais à force de subir, à un moment donné, t'arrives au bout de ce que tu peux encaisser. Et là, t'as deux solutions. Soit ôter la vie, soit ôter la vie de ton bourreau. Alors avant de commettre l'irréparable, l'acte de partir. La première étape, c'est d'avoir une carte de crédit à son nom. Pour cela, même s'ils ne sont pas mariés, il faut l'accord de Tronis. Deuxième étape, planifier la fuite. Troisième étape, trouver un point de chute pour se reconstruire. Quatrième étape, et la plus difficile, agir. C'est ainsi qu'un soir, Jackie prend ses deux fils et dit à Tronis « Je m'en vais ». Elle prend la voiture, le peu d'affaires qu'ils ont, deux vélos, et direction Brésil en Indiana. David est alors âgé de 8 ans. Alors financièrement, c'est pas la folie. Je te rappelle qu'ils n'ont rien, tout appartenait au padré. Et pour les garçons, il faut tout recommencer à zéro, s'acclimater à un nouvel environnement. Nouvelle vie, nouvelle école, et vu que ce n'était pas assez compliqué, petite cerise sur le gâteau, il faut faire face à une nouvelle violence, le racisme. Ouais, parce que dans l'endroit qu'ils ont choisi, il y a un petit groupe sympathique là, le Ku Klux Klan, qui est en plein essor. Donc forcément, t'arrives à des situations un petit peu cocasses, à te faire menacer de mort régulièrement. Sans compter que l'école pour nos deux frères, c'est toujours pas leur lieu de prédilection. Ils ont pris énormément de retard, ils ont des problèmes d'apprentissage, de mémoire et même de parole pour David. Mais pour lui, c'est toujours mieux que la présence de son père. Par contre, on peut pas en dire autant de son frère, Tronis Jr. Lui, il a énormément de mal à s'acclimater, à tel point que il dit « Moi, je veux plus rester là, je retourne chez papa ». Alors pour moi, c'est important de s'arrêter sur ce point. Parce que j'ai écouté une interview récente de Tronis Jr. et tu te rends compte que malgré un vécu similaire, eh bien, tu peux en avoir une perception totalement différente. Et donc tu vois ces interprétations opposées entre David et son frère reflètent une vérité clé. Le passé n'est jamais figé. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui nous arrive, mais c'est la signification qu'on lui en donne. David est maintenant seul avec sa mère et celle-ci rencontre Wilmot, qui fera office de beau-père et de figure paternelle. Il les traite bien et tout semble enfin s'éclaircir. Malheureusement, quelques années plus tard, alors que David n'a que 14 ans, Wilmot se fait assassiner, plongeant sa mère dans une forte dépression et laissant David seul face à lui-même. Alors sans repère, ayant d'énormes difficultés scolaires, il va lui être diagnostiqué pas mal de troubles, et notamment du stress toxique. D'ailleurs, une anecdote que j'ai appréciée, qui nous montre l'importance de l'entourage et du mentorat, c'est que lorsqu'il est arrivé dans l'Indiana, David a eu une professeure qui accordait de l'importance à ses élèves. En fait, peu importe leur niveau, oui elle était dure, oui elle était exigeante, mais par contre elle s'adaptait. Elle prenait de temps. David avait énormément de difficultés, et bien elle passait plus de temps. Elle cherchait une méthode pour que lui aussi puisse apprendre comme les autres. Malheureusement, il n'a pas eu cette professeure aussi longtemps qu'il le souhaitait, et est tombé sur une autre professeure qui, elle, s'en fichait totalement. En fait, tu n'arrivais pas à suivre les autres, tu étais bête, tu étais débile. Sacré boost de confiance pour notre David. Et puis, vous savez, lorsqu'on vous rabâche sans cesse que vous êtes nul, eh bien à un moment donné, on finit par y croire. Les années passent et David passe par plusieurs phases. Il voulait devenir basketteur pro, s'entraîne très dur et à un très bon niveau, et malgré tout ça, n'est même pas sélectionné dans l'équipe principale. Il voit ça comme une injustice, mais bon, il est obligé d'accepter. Il va également changer d'école, revenir, découvrir le gangsta rap. Enfin, il se cherche tout simplement. David Goggins a maintenant 19 ans, et il sait exactement ce qu'il veut faire, devenir militaire, comme son grand-père. Maintenant, dans sa tête, c'est concret, il va passer le test, donc le test physique et également le test écrit, et puis ça va bien se passer. Bon, malheureusement, tu te rappelles de son niveau scolaire, eh bien c'est une catastrophe. Et donc, ça va le faire échouer au test écrit. Mais il ne va pas se résigner, décider de repasser ce test et l'obtenir. C'est ainsi qu'il va rentrer en formation. Et là, le garçon, il va commencer à subir. Parce que oui, c'est très difficile pour lui, notamment les épreuves aquatiques. Il n'a absolument pas l'habitude, mais il s'accroche et il s'en sort. Et là, tu te dis, bon, ouais, ça y est, il a trouvé sa voie et il a vécu heureux, blablabla. Non, non, non et non. Ce serait trop simple. En réalité, il ne va pas au bout de sa formation, il diagnostique une maladie et il est obligé de mettre un terme à cette formation. Plus tard, on lui dit « Ok, tu peux revenir, à une seule condition, tu dois tout recommencer à zéro. » Là, il pèse le pour et le contre, et déterminé comme il est, il y va. Non. Il se dit « C'est trop dur, je suis peut-être pas fait pour ça, j'abandonne. » Alors il trouve un job en tant que dératiseur, et il est tellement épanoui le garçon qu'il y monte à plus de 140 kilos. Et là, t'es en train de te dire « Mais c'est pas le mec dont tu nous as parlé pendant l'introduction. » Si, c'est lui. Parce que notre David, il est passé par plein d'étapes. Il a échoué beaucoup, c'est vrai. Il a subi énormément. Il a abandonné quelquefois. Mais tu sais quoi? Il ne s'est jamais résigné. Un jour, il voit un documentaire sur les épreuves des Navy Seals et il se dit « C'est ça que je veux faire. Je veux devenir un Navy Seal. »
Alors il faut savoir que les épreuves de Navy Seal, notamment la semaine de l'enfer, est considérée comme l'une des plus dures au monde. Et là le gars il a un nouvel objectif, il est déterminé. Alors il contacte toutes les personnes nécessaires pour pouvoir intégrer les Navy Seal. Tout le monde lui dit non. Tout le monde. Mais il ne se résigne pas. Il continue de chercher et tombe sur une personne qui décide de le rencontrer et de lui donner sa chance. Il lui dit, les sélections c'est dans 3 mois, mais tu sais mon grand, là t'es obèse. Eh bien, t'as 48 kilos à perdre. 48 kilos en 3 mois. Il faut aussi repasser les tests écrits, tu sais, les tests scolaires. Et je te rappelle que c'était une vraie galère pour lui. Et qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Eh bien oui, il va encore échouer au test écrit, parce que là on lui demandait un résultat encore plus élevé que la dernière fois. Mais, je te le rappelle, il ne va pas abandonner cette fois-ci, il va recommencer. Il a 3 mois pour réaliser les tests, il échoue la première fois, 5 semaines plus tard il y a un nouveau test, et il réussit. À partir de là, il commence à s'entraîner. Parce que oui, il était tellement focus sur la partie scolaire et écrite qu'il avait délaissé pour le moment le physique. Il lui reste donc 2 mois pour perdre 48 kilos, soit 6 kilos par semaine. 6 kilos par semaine, 48 kilos en 2 mois. C'est énorme. Là, il a passé un cap. En réalité, il se rend compte que oui, il a eu une enfance difficile. Oui, il a subi énormément de choses. En revanche, il attendait toujours que quelqu'un vienne le sauver. Il ne se responsabilisait pas vraiment et il ne comptait pas sur lui. Et ça allait changer grâce à ce miroir. Il se trouve face à ce miroir et il se dit ces 4 vérités. En plus de ça, il prend des post-it, marque les objectifs concrets et les colle sur le miroir. À partir de là, il n'y aurait plus aucune excuse. Et c'est avec ce mindset qu'il a réussi à obtenir son entrée dans le stage de Navy Seal. Ok, c'est bon, à partir de là, tout ira bien. Ouais, malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Encore une fois. Il arrive quasiment à la fin de la semaine de l'enfer et les médecins décident de l'arrêter parce qu'il souffre d'une pneumonie et il ne peut pas continuer. On le renvoie donc chez lui. Et il faut savoir une chose, c'est que si tu abandonnes ton propre chef, eh bien tu ne peux pas te représenter. Mais là, David n'avait pas abandonné. C'est les médecins qui ont dit « Stop, tu arrêtes ». Eh bien, je te l'ai dit, il a eu un déclic. Son mindset, il a changé. Donc, il décide de se représenter. Il fait l'entièreté de la semaine de l'enfer. Ça se passe. Oui, c'est difficile, mais il continue. Il commence les autres semaines de stage. Tout se passe plutôt bien. Et malheureusement, eh bien, il se blesse. On lui dit d'arrêter, de rentrer chez lui. Mais non, lui, il ne veut pas s'arrêter. Bon, à un moment donné, on est obligé de le stopper parce que là, ça devient très dangereux pour lui. Et on lui dit, non, stop, t'arrêtes. Ok, bon là, tu te dis, premier échec, deuxième échec, il va pas y retourner une 3e fois. Parce qu'en plus de ça, on lui dit, écoute, si tu décides de revenir, tu vas pas pouvoir continuer là où tu t'en es arrêté. Non, tu dois tout recommencer et subir une 3e semaine de l'enfer. Chose qui n'a jamais été faite encore auparavant. Il réfléchit longuement, mais je te l'ai dit, sa tête là, ça a changé. En sachant que là, c'est sa dernière chance. Parce que s'il ne réussit pas le stage en entier, eh bien il n'aurait plus le droit de se représenter. Alléluia, il a enfin réussi, il va pouvoir enchaîner d'autres étapes. Mais laisse-moi revenir un petit peu sur les semaines de l'enfer et sur son stage en général. On dira de lui qu'il était complètement taré. Il fait partie des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Et en réalité, toutes les zones d'inconfort, tous les moments de douleur, il va les apprécier comme personne. Il va mettre à bout ses instructeurs qui n'ont absolument plus aucune idée pour le mettre en difficulté parce que ça le fait kiffer. En fait, ça le met face à lui-même. Ça lui met face à ses propres limites. Et à chaque fois que ça va paraître impossible, il va le faire en sorte que ça devienne possible. Bon et maintenant, qu'est-ce qui se passe pour notre David Goggins? Eh bien, il va continuer son bout de chemin dans l'armée, dans les Navy. Il va opérer quelque temps. Mais lui, il veut plus. En fait, ce qu'il a vraiment beauté, ce qu'il a vraiment aimé, eh bien, c'est la semaine de l'enfer. C'est les stages où il a dû se mettre dans l'inconfort le plus total. Être seul face à lui-même, face à ses démons et les surmonter. Pour lui, se dépasser physiquement et mentalement, ça doit être une question de tous les jours. Et là, il veut plus être le meilleur des Navy, il veut être le meilleur des meilleurs, l'élite de l'élite. Il veut donc intégrer des unités encore plus spécifiques, encore plus spéciales. Et pour ce faire, il veut avoir plus de certifications, plus de compétences. Il décide d'aller chez les Rangers où il va brillamment réussir et exceller même. Et ensuite, il attendra que ces unités très spéciales le contactent. Mais entre-temps, il va se passer aussi pas mal de choses.
Parce que je te l'ai dit, il a fait partie des Navy Seals. Et à cette époque-là, il y a une fameuse équipe qui a été décimée en Afghanistan, qui s'appelle les Red Wings. Et si ça te parle, c'est normal parce que cette opération, elle a été mise en lumière au cinéma. Hein, l'opération Red Wing, que je t'invite à regarder parce que excellent. Bref, quoi qu'il en soit, eh bien, il décide qu'il veut faire quelque chose pour les défunts, pour les familles, etc. Et donc récolter des fonds. David Goggins ne se dit pas, je vais aller faire du porte-à-porte, je vais aller faire des pubs, chercher des investisseurs. Non, non. Il se dit, je vais participer à l'une des courses les plus dures du monde, la Badwater 135. Alors tu ne sais pas ce que c'est une course dans la vallée de la mort de 217 km. La vallée de la mort, ça porte très bien son nom. J'y étais cet été et autant te dire qu'il fait plus de 50 degrés. Et parce que oui, la subtilité, c'est que ça se passe pendant l'été. Donc un risque de mort assez élevé. Alors oui, à entendre comme ça, déjà ça fait flipper. Mais attends, laisse-moi te dire une chose. C'est que pour participer à cette course, eh bien, il faut être sélectionné. Il va écrire un mail à la personne qui a créé la course et le mec va lui dire « Non, c'est pas possible. Tu n'as pas réalisé un minimum de courses avant, etc. » Je dis « Bah ouais, mais là ça va être trop juste, j'ai pas le temps, je continue d'opérer en tant que Navy Seal. » Le mec lui dit « Non, il n'y a pas de passe-droit. Si tu veux réaliser cette course, eh bien tu dois faire un ultra trail au moins avant. » Et là David il lâche pas l'affaire, il se dit « Ok, bah dites-moi quelle course je peux faire et puis je vais la faire. » Le mec lui répond, quelques temps après, « Eh bien ce week-end, il y a une course. 160 km, si tu l'as fait, eh bien tu pourras proposer ta candidature. » Et là tu te dis mais en une semaine, jamais il va accepter. Si, il n'a jamais couru de marathon, jamais couru d'ultra trail, mais il se dit ok, bah il faut le faire. J'ai un objectif, c'est récupérer des sous, je veux participer à la Badwater, donc je vais le faire. Donc il y va, sans préparation. Et autant te dire qu'il a vécu un enfer, l'enfer sur Terre. Concrètement, le mec se chiait littéralement dessus. Il finit blessé, déshydraté, tout ce que tu veux. Enfin, c'était réellement l'enfer. Mais il réussit. Il envoie donc le mail à la personne. Et la personne lui dit, bah c'est bien. Maintenant, ça veut pas dire que tu es sélectionné. David lui dit, bah qu'est-ce que je peux faire du coup Qu'est-ce qui ferait en sorte que ça profiterait à ma sélection? Eh bien, il y a d'autres marathons, il y a d'autres ultra-trails là et là, ce serait bien d'en faire quelques-uns de plus. Pour rappel, il vient de sortir de 160 km, il est blessé, mais il décide, ok, c'est ça, ben, tu me mets un peu au défi, et moi, aucun défi ne m'arrête, donc je vais faire ce que tu m'as dit. Il décide donc de réaliser d'autres courses, notamment à Hawaï, un trail, encore une fois, sans expérience, sans savoir ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut s'hydrater, quel type de chaussures il faut prendre, à quel moment tu es en capacité d'atteindre ce genre de résultats en étant si peu préparé. Bref, il réalise ses courses, il arrive enfin à son but, obtenir la sélection pour faire la Badwater 135, à savoir 217 km, dans la vallée de la mort. Il va aller au bout, atteindre son objectif, récolter des fonds. Il va également permettre à la Navy Seal d'avoir cette image de guerrier ultime. C'est pour ces raisons aussi que l'armée va lui faire confiance et il va devenir recruteur. Mais dans sa tête, il y a toujours l'idée d'intégrer les unités très spéciales. Alors entre-temps, il continue d'opérer dans certaines missions, et également de faire des courses spectaculaires, notamment le Moab 240 qui correspond à 386 km, également des ultraman où il y a plus de 10 km de natation, je ne sais plus combien de vélos et je crois que c'est 2 marathons 80 km de course à pied. Enfin voilà, plein de défis sportifs monstrueux dans lesquels il va exceller. Parce que là je te dis qu'il a réalisé ses courses mais il n'a pas fait que les réaliser, non. Il se place à de très bonnes positions, voire parfois premier. Tout se passe pour le mieux pour David Goggins, enfin. Il est même recontacté par les unités très spéciales qu'il désire intégrer et commence le processus de sélection. Malheureusement, il va échouer une première fois, il va être appelé à nouveau, il va échouer une seconde fois, et là, on lui reproposera plus jamais de sélection. Et malgré tout, il en retirera une expérience enrichissante. En fait, ça va le faire grandir, ça va le faire devenir plus mature, parce qu'il se rendra compte de ses défauts, de pourquoi il n'a pas réussi. Oui, il était excellent sur le plan physique, mais il lui manquait encore certaines choses pour faire partie de l'élite de l'élite. Bref, quoi qu'il en soit, il ne va pas s'arrêter là en termes de défis sportifs, en termes de défis physiques, mentaux. Parce que oui, vous vous rappelez, il a récolté des fonds avec la Badwater 135. Mais il se dit, je peux récolter à nouveau des fonds et pour ça, j'ai envie de faire des tractions. J'ai envie de briser le record des tractions.
établi à l'époque aux alentours de 4020-4021. Eh bien, il va essayer une première fois, devant la télé, etc., etc. Il va échouer. Ouais, ça y est, on dirait qu'il recommence à échouer sur plusieurs points. Mais, comme je te l'ai dit, il ne va plus abandonner, ça ne fait plus partie de son mindset. Il s'est rendu compte que, à travers ses courses et à travers tout plein d'épreuves, eh bien, souvent, lorsque ça commençait à être difficile, il n'était qu'à 40% de ce qu'il était capable de réaliser. Ça veut dire que, au bout de 40%, eh bien, ton cerveau te dit « Ah, mentalement, ça devient difficile. » Mais physiquement, tu peux encore faire 60% du chemin. Donc, il va retenter en se préparant beaucoup mieux. Et malheureusement, eh bien, il va encore échouer. Ouais, encore une fois. Et là, tu dis, bon, il est temps d'abandonner. Non. Je te l'ai dit, ça fait plus partie de son vocabulaire. Donc, il va réaliser une troisième fois. Et là, il va réussir à battre le record du monde, 4023, il me semble. Et passer encore une fois dans une autre sphère. Alors concrètement, je pourrais te citer encore une centaine d'anecdotes sur lui, mais le plus important à retenir dans tout ça, c'est que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as pu subir, peu importe ton passé, eh bien, ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. C'est qu'est-ce que tu vas faire dans le présent pour construire ton avenir. Le passé ne construit jamais le futur. Et que lorsque tu décides d'aller au plus profond de toi, oui, c'est difficile. Oui, c'est dur de se responsabiliser. Oui, c'est dur de se regarder en face et de se dire ces 4 vérités. En revanche, c'est nécessaire si on veut avancer. Et bien trop souvent, on s'arrête parce que ça devient trop dur. Pas parce que on n'en peut plus. Non, parce que ça devient trop dur mentalement. Parce que ça devient trop dur physiquement. Mais pas parce qu'on est à bout. Et ça fait réellement la différence. Échouer, ça fait partie du processus. C'est ok de ne pas arriver promis à chaque course. Par contre, si tu te donnais à 100%, si tu as donné le meilleur de toi-même, eh bien là tu verras que peu importe les résultats, tu auras une fierté immense en toi. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, ça me donne de la visibilité et de la force pour continuer. Et si vous avez aimé l'histoire de David Goggins, je vous invite à lire son livre, vous avez encore plus d'anecdotes. Je vous dis à la prochaine. Ciao.